Messieurs, bonjour. Je vais essayer de développer un thème d'une importance capitale au niveau de toute entité industrielle. Il s'agit de la maintenance. La maintenance, ce n'est pas dans le sens que tout le monde entend. C'est pour la plupart des personnes, la maintenance se superpose parfaitement à l'entretien. Dire attention, il y a une nuance de taille que je vais développer durant tout mon discours. En fait, qu'est-ce que c'est que la maintenance? La maintenance vient originellement du latin, du mot composé de manu, qui veut dire main, et puis de tenere, qui signifie tenir. Donc on faisait déjà allusion à une sorte de, si vous voulez, de maintenance qu'on connaît aujourd'hui par la maintenance corrective. Mais la maintenance industrielle puise son origine dans le jargon militaire. Vous savez, c'est les militaires qui innovent toujours dans ces domaines liés à la sécurité et le reste. Donc ça vient du jargon maintenance dans le sens de maintenir les troupes et les équipements à niveau constant au front. Donc il s'agit d'une, je dirais, d'une fonction d'aide de l'arrière au front. Donc d'une fonction de logistique. C'est tout à fait différent de l'entretien. Et là, évidemment, là je parle de la guerre, mais aujourd'hui nous sommes véritablement dans une guerre économique, et l'ennemi ce n'est pas le pays voisin, c'est le concurrent. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir la maintenance. Mais la maintenance, évidemment, comme toute technologie, est normalisée. J'ai essayé un peu d'analyser au niveau des définitions, qu'est-ce que c'est que la maintenance. J'ai regardé Larousse, et puis j'ai trouvé une définition qui me semble incomplète, mais qui est toute proche de celle définie par l'AFNOR. Si vous regardez, ça c'est au niveau normatif, évidemment, c'est une définition incomplète. Vous voyez au niveau de Larousse, la maintenance, c'est quoi? C'est l'ensemble de tout ce qui permet de maintenir ou de rétablir un système en état de bon fonctionnement. Cette définition est tout à fait banale, mais si je regarde entre les lignes, je trouve au moins deux idées fondamentales au niveau de la maintenance. Je trouve le verbe maintenir, le verbe rétablir, et là, je peux tirer déjà deux grandes composantes de la maintenance comme elle est appliquée dans, je dirais, une partie très infime par rapport à la masse globale des entreprises. En France particulièrement, 80% des entreprises sont encore au stade de l'entretien. On ne fait pas de la maintenance, dans le sens management de la maintenance ou gestion de la maintenance. Si je regarde ce premier verbe, rétablir, rétablir, vous connaissez bien la langue française autant que moi. Moi, c'est ma seconde langue. Rétablir, il est composé du suffixe ré, qui est synonyme de répétition ou de retour en arrière, et puis établir. Donc, rétablir, ça veut dire que l'équipement, la machine, le système, ce que vous voulez, a été déjà établi au moins une fois par le passé. Donc, il a cessé de fonctionner, et puis on essaie de le remettre en bon état de fonctionnement. Et là, on voit apparaître la première forme de la maintenance dite corrective. Ce que j'appelle moi la maintenance fortuite, a priori, ou subie. Ce que appellent les maintenanciers la maintenance pompier. On attend que l'équipement tombe en panne et puis on va agir. On va agir. Cela était évidemment valable autrefois, avec la technologie d'autrefois, mais ce n'est plus vrai aujourd'hui. Donc, d'autres types de maintenance ont été imposés par l'évolution de la technologie. Donc là, je mets en exergue la première forme de maintenance, la maintenance dite corrective ou la maintenance subie, c'est la maintenance après défaillance. Et puis de l'autre côté, si je regarde maintenir, là derrière, je trouve aussi une autre forme de maintenance. Maintenir, ça veut dire que l'équipement est toujours en état de fonctionnement et il faudra le maintenir à cet état de fonctionnement au niveau production, au niveau performance ou autre. Et là, je vois apparaître l'autre partie de la maintenance, qu'on appelle la maintenance préventive. Et dans la maintenance préventive, ça c'est la maintenance préventive dite macroscopique, mais il y a d'autres types de maintenance à l'intérieur. Cela a été imposé évidemment par la technologie. On n'a pas cherché à faire comme les littéraires, à trouver des définitions et le reste, mais c'est la technologie qui a imposé ces types de maintenance. Et dans la maintenance dite préventive, il existe deux maintenances. La maintenance préventive systématique, c'est-à-dire faite selon un échéancier, ou un timing, ou un planning, établi selon des données. Souvent, ce n'est pas le cas. On parle de maintenance préventive ou de l'entretien préventif, ce sont des termes impropres.
Ces termes sont bien normalisés, j'évite d'utiliser ces mots-là, et j'entends souvent parler de la maintenance prédictive, la maintenance curative, tout ça, ça n'a aucun sens. Ça a un sens, évidemment, c'est le jargon utilisé par tout le monde, mais il faudra éviter. Il faudra éviter, et comme la qualité totale, pareil, il faut qu'on s'entende sur une définition bien déterminée. Et là, je trouve aussi, au niveau de la maintenance, sous le chapeau de la maintenance préventive dite conditionnelle. Pourquoi? Parce que les équipements ont évolué, les technologies ont évolué, les composants ne sont pas identiques. La maintenance dite systématique était valable, était, je dirais, rationnelle, opérationnelle dans des équipements du type mécanique ou électromécanique. Et là, on trouvait, la plupart des pannes étaient du type, je dirais, usure, donc prévisible dans le temps. C'est pour cela qu'on appliquait des maintenances du type systématique. C'est-à-dire on faisait des prévisions. Plus tard, on a évolué, on a cherché à trouver des modèles mathématiques. Vous connaissez tous le modèle de Weibull, je pense. Il y en a d'autres qui ont été futés auparavant, le modèle de Kelly et le reste. Mais c'est le modèle de Weibull actuellement qui est valable et puis qu'on utilise partout. Mais évidemment, au niveau de la maintenance globale, il faut faire ça selon des doses bien prescrites. C'est comme une maladie, on peut mourir en avalant 2 kg d'aspirine. Pourtant, c'est rien. Ça, c'est déjà arrivé dans des pays. On croit qu'on va prendre 4 ou 6 cachets et puis le mal va partir très, très vite. Mais c'est plutôt lui qui va partir. Donc là, on trouve la maintenance dite conditionnelle. C'est-à-dire, selon l'état, on utilise des indicateurs physiques qui vont nous servir par la suite pour pouvoir dire quand est-ce qu'il faudra intervenir. Et pour une raison simple, c'est une raison économique. On ne peut pas se permettre de démonter un moteur de 600 chevaux d'un navire pour le plaisir de le démonter où on a soupçonné qu'il n'y a pas de taux de compression comme ça, ou le reste, où il y a des usures, je dirais une usure prématurée. Il faudra qu'on soit sûr. D'où le développement de tout un arsenal de techniques basées particulièrement sur le suivi de paramètres physiques tels que la température, les vibrations, et là, M. Degrave est plein dedans. On utilise les ultrasons, on utilise la radiographie, on utilise l'émission acoustique, on utilise tout un tas de techniques. Tout un tas de techniques que je vais brasser très vite par la suite. Donc cette définition, selon Larousse, il me permet de dire que la maintenance tout d'abord, ce n'est pas l'entretien. C'est très important, ce n'est pas l'entretien. L'entretien traditionnel, c'est une technique qui est complètement dépassée actuellement. Il existe toujours, mais au niveau de la maintenance, il y a plusieurs composantes. Et là, il faudra utiliser par la suite ce qu'on appelle des critères technico-économiques qui vont nous permettre de doser, si vous voulez, un peu le poids de tel type de maintenance au niveau de la gestion de la maintenance. Niveau de la gestion de la maintenance, souvent le mécanicien, le technologue, l'ingénieur, il ne regarde pas le côté économique. C'est très très important. Vous pouvez fabriquer des machines très performantes, mais s'ils ont des problèmes à être maintenus, ça pose un problème. Donc au niveau de la maintenance, il ne faut pas voir que le côté, je dirais, technique. Que le côté technique, c'est un peu le faible des ingénieurs. Et là, il faudra obligatoirement regarder le côté économique. Donc il faudra beaucoup plus se baser sur des critères technico-économiques, les deux à la fois. Si je regarde la définition normalisée, selon la NFX 60010, je retrouve quasiment la même chose, seulement je trouve ici en mesure d'assurer un service déterminé. Donc on spécifie l'objectif. Il faudra tenir à une certaine performance, et là vous voyez apparaître nulle part le coût. Nulle part le coût, ça a été corrigé par la 011, mais ce n'est pas suffisant. Je vais vous montrer par la suite une définition qui a été établie au Japon, et vous allez voir, c'est très différent. La philosophie de la maintenance, c'est tout à fait différente. Comment on voit les choses. Donc, pour caricaturer un peu, les types de maintenance qu'on trouve, ils ont été définis évidemment toujours par l'AFNOR, l'Association française de normalisation. Vous trouvez les deux types de maintenance, la maintenance corrective, c'est-à-dire la maintenance subie, la maintenance a priori ou la maintenance après défaillance. Vous trouvez de l'autre côté la maintenance préventive. La maintenance préventive sous ces deux composantes, la maintenance préventive systématique, et puis la maintenance préventive conditionnelle. Là, je trouve deux types de maintenance, ce n'est pas normalisé. C'est pour cela que je les ai mis en rouge, ce n'est pas normalisé.
palliative, c'est une terminologie qui veut dire on va essayer de remettre l'équipement à un certain niveau de fonctionnement sans pour qu'il soit au niveau optimal. Donc, en quelque chose du dépannage, si vous voulez. Puis de l'autre côté, il y a la maintenance curative qui, normalement, on doit revenir sur la performance optimale. Là, je trouve au niveau de la maintenance préventive systématique, la maintenance préventive systématique et puis conditionnelle. Il existe d'autres types de maintenance. D'autres types de maintenance. Au niveau de la maintenance corrective, cela se traduit par le schéma suivant. Par le schéma suivant, si je mets sur ce graphique, sur un axe, la performance ou le niveau de performance d'un équipement et l'installation, sur cet axe-là, je mets l'âge, c'est-à-dire le temps. Le schéma suivant me permet de dire qu'il va y avoir dégradation au niveau de la performance de la machine. Vous savez très bien, autant que moi, qu'un équipement, quelle que soit sa nature, livré à lui-même, il va se dégrader au niveau performance. Au niveau performance. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il va arriver à un moment où il va cesser de fonctionner. Et puis, on va intervenir pour le remettre en état. C'est ça la maintenance corrective. La maintenance corrective. Qu'est-ce qui se passe? La panne arrive, il se passe un temps entre les deux, et puis on remet en état, ce que j'ai mis ici en pointillé, c'est la maintenance palliative, on ne remet pas à l'état de performance optimale, et puis il y a la maintenance vraiment corrective. Dans le temps d'arrêt, je peux rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objet de ce discours, mais il y a plusieurs temps à l'intérieur de ce temps d'arrêt. Donc on définit une notion très importante au niveau de la maintenance, qu'on appelle la TBF. La TBF, vous avez tous entendu, c'est quoi? C'est le temps de bon fonctionnement. C'est une très mauvaise traduction. C'est curieux, Toutes ces terminologies sont mal traduites. Pourquoi? Parce que souvent, c'est les Américains qui les occidentalisent au début, et puis les Français, ils font la troisième traduction, et puis ça semble toujours pas mauvais. En fait, le temps de bon fonctionnement, si je regarde d'où ça vient de l'anglo-saxon, the time between failures. Ça veut dire le temps entre deux bons fonctionnements. Ce n'est pas le temps de bon fonctionnement, ça n'a aucun sens. Et là, je trouve le premier temps de bon fonctionnement, j'utilise le temps de bon fonctionnement, mais c'est impropre, puis le temps de bon fonctionnement 2 et le reste, ces temps de bon fonctionnement sont à la base de la maintenance dite systématique. Parce que par la suite, on va essayer d'utiliser des modèles qui vont nous permettre, en se basant sur le passé, sur le comportement, à prévoir le futur, c'est-à-dire faire la maintenance préventive systématique. Donc, ça fait partie des tableaux de bord maintenance. Les temps de bon fonctionnement font partie des tableaux de bord maintenance. Il y en a beaucoup, évidemment. Je ne vais pas tout citer ici. Au niveau de la maintenance systématique, ça se présente à peu près pareil, mais la philosophie est différente. La maintenance systématique, en utilisant les temps de bon fonctionnement, on va essayer de prévoir le futur selon ces temps de bon fonctionnement. Évidemment, il y a des fluctuations. On utilise un temps de bon fonctionnement moyen, ce qu'on appelle la MTBF. La MTBF, c'est the mean time between failures. Ça veut dire le temps moyen de bon fonctionnement, en fait, en français. C'est ça que ça veut dire. Et ça serait la caractéristique qui sera utilisée pour dire, au bout de 3000 heures, il faut changer un filtre. Au bout de 4000 heures, il faut changer la courroie. Au bout de 10 000 heures, il faut changer le roulement et le reste. Mais dès qu'on parle de temps de bon fonctionnement, on parle aussi des temps moyens de bon fonctionnement. Donc là, il s'agit d'une estimation. Dès qu'on parle d'estimation au niveau mathématique, il y a ce qu'on appelle des erreurs. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi le risque, donc un intervalle de confiance. Et là, selon les équipements que vous utilisez, vous allez choisir le risque. Lorsque vous faites de l'aéronautique, le risque n'est pas du tout le même que celui lorsque vous roulez sur une charrette. Et là, s'il y a un problème au niveau de la charrette, il n'y a pas de problème, vous allez vous arrêter et puis c'est tout. Mais lorsque vous êtes dans un avion, non. Alors, lorsqu'on vous annonce qu'une dépressurisation arrive à 10 000 mètres, vous commencez à trembler. Là, ce n'est pas du tout la même chose. Donc le risque varie selon l'utilisation, évidemment. Là, je trouve la même chose. Vous voyez que la performance se dégrade avec le temps, c'est naturel. Et puis il y a le modèle, comment on prévoit, on utilise une sorte de sécurité, comme en résistance des matériaux, le coefficient de sécurité, un fameux K. Donc le temps de bon fonctionnement qu'on va utiliser, et K est toujours inférieur à 1. C'est pour des raisons de sécurité. Et puis on utilise un K MTBF. Et puis là aussi, il y a toujours le fameux risque. Le fameux risque, c'est très important. Il faudra savoir le choisir, et cela évidemment selon les domaines. Lorsque vous travaillez dans une centrale nucléaire, ça n'a rien à voir avec lorsque vous travaillez dans une voiture. Et le risque, quelle que soit sa valeur, dès qu'on parle de probabilité, donc c'est probable, ça peut arriver. Challenger est l'exemple parfait.
Le risque est vraiment infiniment petit, mais c'est arrivé. Hein. Il a explosé dans l'espace. Il existe aussi d'autres types de maintenance, évidemment. Parce que lorsqu'on parle de service maintenance, il ne fait pas que la réparation. Actuellement, avant, lorsqu'un type était mauvais dans l'entreprise, on se débarrasse de lui, on le met dans le service maintenance. C'est tout à fait faux actuellement. Parce qu'avec l'automatisation très poussée, avec la technologie qui ne cesse d'évoluer très vite, les personnes qui font la maintenance, ce sont les personnes les plus performantes dans l'entreprise. Ce n'est pas une poubelle, je dis. Ce n'est pas une poubelle. C'est un service où il doit y avoir des gens très compétents, très polyvalents. Très polyvalents avec l'automatisation et le reste. Et actuellement, plus de 40% du personnel, c'est pour la maintenance. Et là, vous trouvez, la maintenance intervient au niveau des travaux neufs, au niveau de la rénovation, la reconstruction, la modernisation, la cannibalisation et le reste. Et puis, il y a la sous-traitance aussi. Lorsqu'on achète quelque chose, évidemment, il faut qu'on soit impliqué, surtout lorsqu'on travaille sur un équipement. D'habitude, ce n'est pas comme ça qu'on fait. M. Flambard qui commande une machine à écrire pour sa secrétaire. Et ce n'est pas lui qui tape là-dessus. Il faut que la secrétaire qui établisse le cahier de charge. Là, je reviens sur le besoin, sur le client. Je dis M. Flambard, ça peut être X ou Y. C'est quelque chose de courant. On achète quelque chose pour un personnage qui va subir. Et là, vous allez voir, au niveau de la philosophie de la TPM, les Japonais ont innové dans ce sens. Innové dans ce sens d'une façon extraordinaire. Évidemment, c'est l'opérateur qui connaît mieux que quiconque sa machine. C'est lui qui travaille dessus. Lorsque vous manipulez une voiture, vous la connaissez mieux que quiconque. Et puis dès qu'il y a quelque chose de suspect, vous le savez, vous le connaissez. Lorsque vous achetez une voiture nouvelle, vous commencez à la connaître. C'est comme une femme. Vous connaissez une femme, avec le temps, vous la connaissez. Évidemment, il y a des problèmes, vous vous mariez, mais il y a toujours des problèmes. Toujours des problèmes, c'est évident, les défaillances existent. N'est-ce pas, Michel? Il y a toujours des défaillances dans la vie. Et je parle des hommes et des femmes, mais c'est pareil. Là maintenant, c'est quoi? C'est la médecine des machines. Indépendamment, évidemment, de la valeur entre machine et homme. C'est la médecine des machines, en fait. Vous voyez, toutes les technologies sont les mêmes. On parle de radiographie. Qu'est-ce que c'est que la radiographie? La radiographie, en CND, vous êtes tous dedans. Vous savez très bien, on prend des clichés pour voir les défauts. Lorsque vous allez voir le médecin, il vous envoie faire une radiographie. C'est exactement la même chose. Évidemment, il faut être expert pour pouvoir détecter s'il y a une tumeur cancérigène ou autre. Mais c'est toujours la même technique. C'est la même technique, le même phénomène physique. Vous bombardez un corps, il y a des rayons qui parcourent, il y a un impact sur un film, et puis à partir de là, on va voir s'il y a des défauts. Ça fait partie de la maintenance. Et dans beaucoup de services, en beaucoup d'industries, on n'est pas encore à ce stade-là. La maintenance, c'est l'entretien. D'ailleurs, c'est fait toujours à un niveau très bas par rapport à la production. Maintenant, on est en train de dire, dans les entreprises qui sont un peu conscientes du problème, il faudra remonter le service maintenance au même niveau que le service production. Au même niveau que le service production. Je ne sais pas si vous vous intéressez beaucoup à ce domaine et de près, au niveau des audits, c'est ce qu'il faut faire. Parce que souvent, les gens ne sont pas sensibilisés à ce problème et on continue encore à faire de la maintenance de la façon traditionnelle. Et puis là, on perd beaucoup, on perd énormément. Et là, dans la démarche qualité totale, c'est très important, c'est le pilier fondamental. Qu'est-ce qu'on vise au niveau de la qualité totale? On vise des prix de revient les plus bas possibles, et toujours de meilleure qualité. Et là, on trouve la maintenance derrière. C'est la maintenance qui est derrière. Une machine mal entretenue, elle ne peut pas être performante, c'est tout à fait naturel. Carl Lewis, lorsqu'il fait du 7-8 au 100 mètres, il est bien entretenu. Il s'entraîne bien, il mange bien, il est bien surveillé. Il y a de la maintenance préventive tous les jours. On ne va pas attendre que Carl Lewis se casse une cheville. Parce que là, c'est une perte. La maintenance, c'est exactement la même chose comme une machine. Il faut la suivre, il faut la maintenir et surtout faire de la prévention. Faire de la prévention. Ce n'est pas du tout de l'habitude des mécaniciens. Je dis des mécaniciens, des forgerons. La mécanique, c'est l'entretien et le reste, on s'en fout, ça tombe, on parle, on change et puis c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis il y a le reste. Il y a d'autres types de maintenance comme les rondes. Et le reste, c'est pas normalisé, mais c'est des choses qui existent. Vous connaissez tous les rondes. Là où il y a par exemple des enceintes sous pression et le reste, il y a des paramètres un peu partout. Et puis il y a un mouchard qui doit passer, qui doit passer pour voir tout ça. Ça fait partie de la maintenance. En fait, si je fais un sorte de portrait robot de la maintenance, elle a évolué de la façon suivante.
Au début, l'homme a toujours fabriqué des machines pour évidemment s'en servir. Il a fabriqué des armes, il a fabriqué des moulins à vent, il a fabriqué un peu de tout. Mais c'était des machines très simples, qui étaient purement mécaniques. Il n'y avait que des organes mécaniques, donc ça s'y prêtait facilement à la maintenance corrective, c'est-à-dire l'entretien. Et c'était fait souvent par l'utilisateur, mais avec le développement de la technologie, avec la mise au point du moteur à explosion, évidemment, il y a l'arrivée et à outrance des machines électromécaniques. Et là, la maintenance systématique s'est imposée, comme j'ai dit tout à l'heure. Toutes les défaillances sont du type usure, donc prévisible dans le temps. C'est quelque chose qu'on pourrait prévoir parce qu'on sait modéliser. Mais avec l'introduction des puces, avec l'introduction de l'électronique, maintenant il y a tout, l'électronique, l'informatique, la télématique et le reste, on travaille sur des machines qui deviennent de plus en plus compactes, de plus en plus sophistiquées, ça coûte très cher, et l'intervention est du type micro-défaillance. Ça n'a rien à voir avec ce qui se faisait auparavant. Et là, on a vu apparaître la maintenance dite productive. Productive, c'est une maintenance dite américaine, on dit la PM, Productive Maintenance. Et puis juste après, les Japonais ont emboîté le pas et puis ils sont lancés sur la maintenance dite productive totale. Là aussi, c'est une traduction qui est impropre. Maintenance productive totale, les Américains sont les premiers à occidentaliser TPM, qui est Total Productive Maintenance. Mais total en américain, ça ne veut pas dire total en français. Ça veut dire ensemble, together. C'est comme ça, les Anglais. C'est dans ce sens-là qu'il faut la voir. Et les Français, ils ont pris ça comme ça bêtement. Ils disent maintenance productive totale. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Il faut que tout le monde fasse de la maintenance. Exactement dans la même philosophie de la démarche qualité totale. Donc, la TPM, c'est la TPM. Mais la philosophie, ça n'a rien à voir avec les initiales, comme on l'entend en français, maintenance productive totale. On verra, je ne sais pas quoi par la suite, mais c'est la technologie qui va nous dicter le type de maintenance qu'on va utiliser par la suite. C'est clair, les choses se passent toujours comme ça. Donc, pour résumer, sans exagérer, je peux dire que la maintenance est la médecine des machines. C'est une définition qui, en tout cas, me convient, sans porter de jugement de valeur entre machine, homme et le reste, mais c'est la médecine des machines. D'ailleurs, toutes les technologies sont identiques. Vous utilisez un stéthoscope, vous faites l'émission acoustique, M. Charfaoui. Vous utilisez l'ultrason, vous faites une échographie, vous avez un kyste hydatique dans le foie, je ne sais pas où. La même chose, on le fait dans les matériaux, c'est pareil. Une échographie, c'est quoi? C'est des ultrasons. C'est une onde ultrasonore qui va percuter une discontinuité de quelque part dans la matière. Et puis évidemment, ça revient, l'écho, il va nous dire, évidemment, là, c'est tout un métier. Et puis il y a tout le reste, même au niveau évidemment de l'analogie. Si vous faites une analogie entre l'homme et la machine, vous trouvez exactement la même chose. On parle de connaissance technologique, connaissance de l'homme, on parle de naissance, mise en service et le reste. Et puis, en fait, c'est le même processus. Historique, dossier machine, dossier médical, traitement, curative, opération et le reste, c'est exactement la même chose. Parce que vous allez chez un médecin et vous commencez à avoir un rhume, et il va vous donner des médicaments pour prévenir que le rhume n'évoluera pas vers une autre maladie. C'est exactement au niveau de la maintenance préventive conditionnelle. Lorsque vous faites le suivi, par exemple, par vibration, vous suivez les amplitudes. Il y a évidemment un spectre de référence. À partir de là, vous allez dire, par exemple, un roulement avant qu'il soit mis en service, il a un spectre de référence. Normalement, c'est l'idéal, mais ce n'est jamais l'idéal. Je vais revenir beaucoup plus en détail là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la maintenance productive totale? La maintenance productive totale, c'est la maintenance dite à la japonaise ou la maintenance 4e génération. Pourquoi parle-t-on de la maintenance productive totale? Pour une raison simple, c'est parce qu'on a développé la qualité totale. La qualité totale, ce n'est pas du tout purement technique, c'est un mode de management. Ça touche tout le monde, tous les services. Et à partir de là, puisque la maintenance constitue le pilier fondamental de la qualité totale, il a fallu trouver une autre philosophie de la maintenance pour s'intégrer dans la qualité totale. D'ailleurs, si vous regardez tous les conférenciers qui vous parlent de la qualité totale, ils parlent d'un idéal, zéro partout. Et puis dès le début, lorsqu'on a commencé à parler de la qualité totale, pour un peu, je dirais, percuter les gens, pour les sensibiliser, on parle de zéro défaut.
Zéro défaut, ça concerne quoi? Ça concerne en partie la maintenance. Une machine mal entretenue ne va pas vous tenir les tolérances au niveau capacité et le reste. Au niveau dispersion, au niveau fluctuation. Zéro panne, ça concerne la maintenance et de plein fouet. Zéro stock, ça concerne en partie la maintenance. Il y a la gestion des encours et le reste. La gestion des pièces de rechange, ça coûte très cher. Vous savez très bien que les stocks coûtent très cher. Et vous avez une idée un peu des différents coûts. Le coût de possession, par exemple, au niveau des stocks de rechange, cela revient jusqu'à 30% de la valeur du prix de revient d'une pièce. Donc, si vous faites mal vos calculs, si vous faites mal vos prévisions, vous allez stocker de l'argent. Et l'argent, vous savez que ça coûte cher. Il faut le louer. Il faut payer. Si je fais un raisonnement tout bête, si le coût de possession coûte jusqu'à un tiers de la valeur d'une pièce, si vous l'achetez pour l'utiliser, au bout de 3 ans, si vous ne l'avez pas utilisé, vous l'avez perdu. Vous l'avez perdu. Donc là, la maintenance est concernée. Et la maintenance est le pilier fondamental. On va revenir. Quel est l'objectif visé par la TPM? La TPM, comme je l'ai dit, TPM, c'est maintenance productive totale. C'est ce qu'on a essayé de translater, de faire la traduction. Total Productive Maintenance. Dans le sens, la maintenance productive ensemble. C'est-à-dire que tout le personnel de l'entreprise doit faire de la maintenance dans son travail quotidien. C'est exactement comme la qualité. Elle fait partie de la démarche qualité totale. En fait, la maintenance productive totale, elle vise un objectif bien précis. C'est l'objectif de la productivité qui est l'objectif numéro 1 de la qualité totale. La TPM vise à améliorer la production dans le sens d'améliorer la qualité. Et puisque dans la qualité, il faut que le coût soit le plus bas possible, donc diminuer le coût, diminuer les délais, parce que dans la notion de qualité, il n'y a pas que la qualité technique, il y a le coût qui doit être le plus bas possible, les délais doivent être les plus comprimés possibles, il faut que le service soit le plus performant possible. Vous trouvez le délai, parce qu'en faisant la TPM, vous allez maximaliser la disponibilité des équipements en maximalisant la disponibilité des équipements, vous allez évidemment maximaliser la masse produite, ce qui va jouer sur le prix de revient. Si au bout de 24 heures, vous devez fabriquer 100 000 pièces, si vous n'arrivez pas à maîtriser la disponibilité de vos équipements, ça va tomber en panne ou autre, vous n'allez pas pouvoir produire ce que vous voulez. Et cela se reproduit sur le prix de revient, parce que le cycle au niveau d'une pièce va être allongé artificiellement, faute de mauvaise maîtrise de la disponibilité des machines, qui est l'affaire de la maintenance, la gestion de la maintenance. Puis la sécurité, évidemment, la sécurité des biens et des hommes, c'est très important. C'est très important, la maintenance y est pour quelque chose. Comme j'ai dit, une centrale nucléaire, Tchernobyl est l'exemple parfait. Et il faudra faire une très bonne maintenance. Et puis évidemment la motivation. La motivation, c'est très important. C'est l'un des paramètres de la qualité totale. Il faut que les personnes qui travaillent dans une entreprise se sentent bien dans leur peau. Et beaucoup plus que ça, il faut qu'il ait la joie de travailler dans une entreprise. Et là, tout ça, c'est pour augmenter la productivité. Pour augmenter la productivité, regardons un peu comment ça a été défini. Je dis comme la qualité totale ou la maintenance productive totale, ça a été créé par le JIPM, c'est le Japanese Institute of Plant Maintenance. C'est ce fameux institut qui était autrefois à la Japanese Institute of Science Engineers. C'est devenu le JIPM. C'est lui qui met en place toutes ces nouvelles philosophies de production. Il y a la qualité totale. Évidemment, il a fallu mettre en place la maintenance productive totale. Voilà comment c'est défini. Vous avez vu tout à l'heure la maintenance, comment c'est défini par l'AFNOR, c'est l'ensemble des moyens pour maintenir ou établir des équipements en bon état de fonctionnement. Vous voyez comment c'est défini la maintenance par le standard japonais. La TPM est un système global de maintenance productive dont le but est de réaliser le rendement maximum. Le rendement maximum, ça c'est l'objectif numéro 1. À partir de là, on va essayer, là il s'agit d'une définition. Comme j'ai dit lundi, une définition c'est comme une loi, il faut les décrets d'application. Et on va voir comment les Japonais ont mis en place tout un tas de décrets d'application qui sont des outils qui vont permettre de faire la maintenance d'une façon très efficace pour pouvoir arriver au rendement maximum. Vous voyez, elle optimise la notion de durée de vie totale, coût des installations. Là, on introduit
la notion du cycle de vie, ou la notion du concept du LCC, de Life Cycle Cost. Il faut tenir compte au niveau d'un équipement depuis sa conception jusqu'à sa mort. Il ne suffit pas de dire je vais acheter un équipement, je vais travailler avec, et puis une fois qu'il est mort, je vais le jeter. Non, il faut travailler sur une notion technico-économique. D'où la notion de ce qu'on appelle le coût global minimum. Qu'est-ce que c'est que le coût global minimum? Lorsque vous achetez un équipement, vous l'achetez sur des bases. Comment on raisonne au niveau de la TPM? On raisonne sur le LCC. Le LCC, c'est quoi? C'est un concept qui permet de trouver le coût global unitaire. Le coût global inclut l'ensemble des coûts pour faire fonctionner un équipement. Il y a le prix d'achat, il y a le coût d'exploitation et le coût de maintenance qui est très prépondérant. Vous savez tous, vous avez des voitures et puis on vous conseille de la vendre à 5 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que là, vous passez en moyenne, évidemment, à quelque chose près, à des fluctuations près, c'est le coût unitaire minimum. À partir de 5 ans, il faut acheter une nouvelle voiture, la même, et au bout de 10 ans, en utilisant deux voitures identiques, vous aurez gaspillé moins d'argent qu'en ayant continué à travailler avec le même véhicule 5 ans plus tard. C'est parce que c'est la maintenance qui va coûter très cher. D'ailleurs, le coût de maintenance, ce n'est pas l'objet de mon discours ici, mais ça évolue d'une façon exponentielle à la fin. Donc, c'est lui qui va être prépondérant au niveau du choix de l'équipement, le changer ou continuer à travailler avec et le reste. Donc là, il s'agit d'une nouvelle notion qu'on n'a pas l'habitude, nous, en Occident, d'utiliser pour faire le choix des machines. Il ne suffit pas de continuer à travailler avec une machine. Il faut savoir dire quand est-ce que je vais la changer pour acheter une autre machine. Dans l'esprit du coût unitaire minimum. Vous voyez, c'est une notion technico-économique et dans la maintenance productive totale, c'est l'un des ingrédients. Il faudra en tenir compte. Vous voyez, en incluant l'ensemble des services de l'entreprise. D'où le total, comme on le dit en français, c'est pas total, c'est ensemble. Il faut que tout le monde, vous allez voir qu'une partie des tâches au niveau de la maintenance est transférée au niveau des agents de production. Là, en France, c'est très difficile de passer des messages de ce type-là, parce qu'on est habitué à dire la fabrication fabrique et puis la maintenance répare. Parce que vous allez voir un opérateur sur un tour, il s'en fout de son tour en fait. Il fabrique, et puis lorsque ça tombe en panne, il s'en fout. Et puis on va faire appel au service maintenance. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Si vous voulez optimiser le rendement global des installations, il faudra que l'opérateur soit évidemment bien conscient que c'est lui le vrai chef de la machine. Il doit la suivre, il doit la nettoyer, il doit la contrôler, il doit contribuer à son bon état de fonctionnement. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Là où vous voyez dans les usines, les machines sont très sales. J'ai vu des usines en France, les machines sont très sales. Il y a de l'huile un peu partout, il y a de la poussière et le reste. Une machine, c'est comme un être humain. S'il n'est pas bien entretenu, il ne peut pas être performante. Surtout au niveau des machines, la poussière, c'est l'un des problèmes qui pousse à avoir des rendements, je dirais, très mauvais. La poussière s'introduit partout, dans les armoires électriques. C'est à la base d'un certain nombre de problèmes. Au niveau des machines, elle s'introduit partout. On ne peut pas l'éviter, quels que soient les joints qu'on a, la poussière, elle rentre. Donc, la propreté est primordiale au niveau de la TPM. Vous allez dans une usine où on fait du forgeage au Japon, vous avez de la moquette. Vous allez à Saint-Germain-en-Laye, à côté, il y a une usine agroalimentaire, elle est plus sale qu'une usine de fabrication de corps de pompe au Japon. Et vous allez voir les hauts fourneaux au Japon, c'est nickel, ça brille, c'est pas possible, parce que la propreté fait partie de la TPM. Lorsqu'on nettoie bien les machines, on peut se rendre compte d'un bon nombre de problèmes au niveau fissuration, au niveau des fuites, au niveau d'un certain nombre de problèmes. Évidemment, dans la saleté, on ne peut rien faire, c'est normal. Et puis il y a le reste, on fait appel, là c'est fondamental, de même il fait appel au cercle pour une meilleure mobilisation sur le terrain. Ça veut dire les cercles TPM comme les cercles qualité. Qu'on appelle les cercles qualité, on fait appel à la base pour résoudre un certain nombre de problèmes et chacun à son niveau. En Occident, les problèmes sont résolus dans les bureaux, mais ils se trouvent dans les ateliers, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que les gens qui travaillent dans les ateliers, c'est à eux de résoudre les problèmes et de le faire monter dans la hiérarchie. Vous êtes dans un bureau, nickel,
bien tirer 4 épingles, mais ce n'est pas comme ça qu'on résout le problème. La maintenance, ça se fait dans les ateliers de fabrication. Ça se fait au pied des machines, comme la qualité. Donc, il faudra commencer par être conscient que les problèmes concernant la maintenance des machines concernent tout d'abord les opérateurs et non pas les chefs. Vous êtes un service maintenance, c'est bon. Vous êtes directeur d'un département maintenance, c'est bon. Mais vous n'êtes pas sur le terrain. Donc, il faudra changer la façon de travailler, il faudra changer les mentalités, il faudra développer ce qu'on appelle le management participatif, c'est travailler à l'horizontale. Travailler à l'horizontale et dans la mesure du possible avoir une pyramide, je dirais moi une pyramide pygmée. Il ne faut pas qu'elle soit très haute là, avec beaucoup de chefs, les interfaces, la distorsion dans tout ce que vous voulez, ça ne marche pas. Au niveau d'une installation, qu'est-ce qui peut entraver le rendement global d'une installation? En Occident, on parle des pannes. Mais il n'y a pas que des pannes. Il n'y a pas que des pannes. En fait, le rendement, c'est quoi? Le rendement, c'est très simple. Le rendement d'une installation, c'est un nombre de pièces fabriquées. Donc, on parle de cycle de fabrication, en fait. Il faut que le cycle de fabrication soit le plus petit possible, évidemment, en tenant compte de l'aspect qualité des choses. Donc, il faudra maximaliser cette qualité. Et comment? Il faudra s'attaquer au problème à la source. Nous, occidentaux, on parle de panne. Une panne, ça veut dire une machine qui s'arrête. Au niveau de la TPM, on parle d'autre chose. Mais c'est toujours la disponibilité. Vous connaissez tous ce petit rapport qu'on utilise au niveau de ce qu'on appelle la disponibilité opérationnelle. Comme vous venez dans la fleur, c'est quoi? C'est la MTBF sur la MTBF plus la MTTR. Ça veut dire moyenne des temps de fonctionnement plus la moyenne des temps techniques de réparation. Donc c'est un rapport qui est macroscopique. Et puis dedans, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Il y a tout, mais il n'y a rien en fait. Au niveau de la TPM, on s'est dit, on va faire autrement. Il y a les pannes, d'accord, mais il n'y a pas que les pannes. Il y a le reste. Il y a le reste. Il faut trouver ce reste-là. Il y a les pannes, que j'ai caricaturé un peu. Il y a les pannes, mais il y a le reste. Il y a le changement d'outillage, il y a la réparation et les réglages, il y a les marches à vide et les arrêts, il y a les ralentissements de production, il y a la production de défauts, il y a le redémarrage. Donc, toutes les sources qui sont à l'origine, si vous voulez, des problèmes de rendement. Et on va traduire tout ça sous forme de temps. Une panne, c'est traduit en temps. Un ralentissement, c'est en temps. Démarrage d'une nouvelle production, il faut traduire la perte de production en temps. Et lorsqu'il y a un défaut qui arrive, on arrête une production, il faut traduire tout ça en temps. Donc là, c'est un peu homogène. On va tout traduire en temps. Et là, on a essayé de hiérarchiser. Il y a toutes les causes, évidemment, comme les 5M. Lorsque vous faites un peu de la qualité, vous cherchez à résoudre des problèmes en qualité, vous utilisez des diagrammes cause et effet. Il y a l'effet, puis on va essayer de hiérarchiser les causes. Souvent, on parle des 5M, milieu, ce que vous voulez. Mais la même chose au niveau de la TPM. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve en fait 6 causes fondamentales, principales, qui entravent le rendement global des installations. On trouve les pannes, évidemment, comme on le conçoit en Occident, les pannes, c'est-à-dire l'arrêt. Mais il y a aussi tout ce qui est préparatif, changement d'outils et réglages. Tout ça, c'est du temps perdu. On ne produit pas. L'installation, normalement, il doit produire dans ce temps-là. Il faut minimiser ce temps. C'est une perte de temps, c'est une perte de production. Donc, c'est un allongement artificiel du cycle de fabrication. Donc, c'est une diminution de la production. Tout ça, ça va ensemble, tout est enchaîné. Puis, il y a les marches à vide et petit arrêt. Une installation, lorsqu'elle fonctionne, cela ne veut pas dire qu'elle fonctionne à performance optimale. Elle peut fonctionner à 40% de ses performances. Elle marche, mais elle ne produit pas le maximum. Donc, il y a une perte. C'est comme si elle est arrêtée. Au niveau de la TPM, c'est traduit par un temps perdu. Ça veut dire que la machine ne fonctionne pas. Puis, je trouve les ralentissements de production, c'est pareil. Les défauts et retouches de produits. Lorsqu'on fabrique une pièce mauvaise, au niveau de la TPM, c'est un temps perdu. C'est une machine qui n'a pas fonctionné, c'est évident. Lorsque vous passez 5 heures à faire un produit, et puis il est mauvais, il est rebuté, vous allez faire des retouches, vous allez augmenter artificiellement le cycle de fabrication, parce que vous ne savez pas faire ça du premier coup. Et puis enfin, tout ce qui est perte au démarrage. Lorsqu'on démarre une nouvelle production, lorsqu'on fait un changement de, je sais pas moi, d'outillage et le reste. Donc tout ça, ça constitue le premier axe de la TPM. C'est la hiérarchisation des causes qui sont à l'origine, je dirais, des problèmes au niveau du rendement global des installations. Si j'essaie aussi de regarder de près, je peux trouver ici des causes qui sont homogènes et que je peux regrouper. Vous avez tous fait des mathématiques, on ne peut pas mélanger les choses, on ne peut pas additionner des carottes et des choux.
c'est pas homogène. Au niveau de la TPM, c'est pareil. Donc, on a trouvé des familles. La première famille, c'est les pertes par arrêt. Ça veut dire que la machine est complètement arrêtée. La seconde famille, c'est les pertes par ralentissement. Et puis la troisième famille, c'est les pertes par défaut. Tout ce qui se trouve dedans est homogène. Je trouve ici tout ce qui est panne, préparation et réglage. Ça veut dire que les machines sont complètement arrêtées. Puis au niveau des pertes par ralentissement, je regroupe tout ce qui est marche à vide, petit arrêt, ralentissement de production. Et puis les pertes par défaut, il y a les défauts réels. Et puis il y a les pertes au démarrage. Parce que lorsqu'on fabrique un produit, et puis il arrive un problème en cours de fabrication, la chaîne s'arrête. Et puis on doit enlever tout ce qui se trouve sur la chaîne. Et on doit redémarrer. Une fois qu'on a hiérarchisé les sources qui entravent le rendement global des installations, on va essayer de chiffrer ça. Figurez-vous qu'il y a des entreprises en Occident qui commencent à utiliser la TPM et ils sont désagréablement surpris. Le rendement global de leur installation ne dépasse guère 40%. C'est énorme, c'est énorme. Actuellement, au Japon, les entreprises les plus performantes comme Toyota, Mitsubishi, ils arrivent à 94%. La machine, elle produit à 94% de son temps. Et là, vous voyez, c'est déjà la moitié. Ce qui explique, entre autres, la performance et la compétitivité des produits nippons. On est étonné de voir un magnétoscope Hitachi qui coûte 2 fois moins cher qu'un Thomson ou autre. Mais ça vient de là. Il ne suffit pas de produire. Actuellement, la technologie, tout le monde peut la maîtriser. Il n'y a pas de problème parce qu'on peut acheter. Mais le problème, c'est la maîtrise des équipements. Et là, on a vu apparaître tout un tas d'outils qui ont été principalement développés au Japon, tels que la TPM, le SMED, le Single Minute Exchange of Dies, c'est des méthodes qui permettent de faire des changements d'outils en des temps records, c'est l'histoire de secondes. Le Kanban, c'est pour faire la gestion de production, des encours. Et puis, il y a tout un tas d'outils qui ont été développés, évidemment, pour maximaliser le rendement global des installations, qui va exactement dans le sens de l'amélioration continue, et puis dans le sens d'avoir des produits de très bonne qualité, dans le sens qualité technique, coût, délai et service. C'est dans ce sens-là. Puis si j'essaie d'exploiter un peu ce premier point de la TPM, je définis des rapports. Là, je vous ai présenté un peu la philosophie. Là, on va chiffrer. Dans les tableaux de bord maintenance, s'il existe dans les entreprises occidentales, on trouve la disponibilité opérationnelle. Ce que j'appelle moi la disponibilité macroscopique, c'est le rapport des temps de bon fonctionnement sur le temps de fonctionnement plus le temps d'arrêt. Donc c'est global, c'est macroscopique. Mais au niveau de la TPM, ce que je schématise ici, le temps requis, c'est le temps d'ouverture. Par exemple, si vous ouvrez pendant une année, pendant 300 jours, ça sera 300 jours. Si on enlève les pertes par arrêt, je trouve le temps brut de fonctionnement, que j'ai appelé B. Si je continue mon raisonnement et j'enlève le temps perdu par ralentissement au temps brut de fonctionnement, je trouve le temps net de fonctionnement. Là, je suis que dans la production. Mais si j'enlève le temps dû aux pertes par défaut, c'est-à-dire des pièces rebutées, des pièces qui n'ont pas été bien faites, je trouve le temps utile. C'est ça le vrai temps utile, c'est là où on produit. Tout le reste, c'est des pertes. Si je m'amuse encore à chiffrer, à faire des rapports, il faut toujours travailler sur des ratios. Si je mets le temps brut de fonctionnement sur le temps requis, j'ai un premier rapport. C'est très important. Ça, je vais dans le sens de hiérarchiser les sources qui entravent le rendement global des installations. Donc, au niveau maintenant, je serai capable de dire il faut intervenir au niveau des pannes. Ça veut dire que mon équipement n'est pas fiable. Il faut intervenir au niveau des arrêts, des ralentissements, des démarrages. C'est un autre domaine. Mais cela ne touche pas les pannes, c'est-à-dire la fiabilité. Parce qu'au niveau de la maintenance, il n'y a pas que la fiabilité. Il y a 3 indicateurs techniques principaux. Il y a l'indicateur de fiabilité, c'est-à-dire que l'équipement doit marcher bien et ne jamais tomber en panne, dans la mesure du possible. Il y a l'indicateur de maintenabilité. Même si vous avez un équipement qui est très fiable, il faut penser à la maintenance. D'où l'aptitude à la maintenance, qu'on appelle l'indicateur de maintenabilité. Vous pouvez avoir un équipement très fiable. Si vous n'avez pas pensé au niveau conception à la maintenance, lorsqu'il tombe en panne, ça va rester indéfiniment. Peut-être ça ne le redémarrera jamais. Et là, c'est très pénalisant au niveau de la production. Donc, il faut voir ce côté-là.
et cela se chiffre par le temps d'arrêt, le temps de réparation. Et puis il y a un autre paramètre, c'est ce qu'on appelle l'indicateur de disponibilité ou d'indisponibilité, c'est-à-dire le temps global d'arrêt. Et là, je vois un second rapport, le temps net de fonctionnement sur le temps brut de fonctionnement, puis un troisième rapport, c'est le temps utile sur le temps net de fonctionnement. Et là, j'ai défini 3 rapports microscopiques qui sont d'une aide précieuse pour le maintenancier. Ils vont l'aider, ils vont le diriger là où il faut intervenir, là où il y a des problèmes au niveau de la disponibilité. Parce que dans la disponibilité, il y a la notion de fiabilité, il y a aussi la notion de maintenabilité. Il ne suffit pas d'avoir un équipement fiable, il faut qu'il soit apte à être maintenu et très vite. Je vous donne des exemples concrets. Maintenant, c'est un facteur déterminant. Lorsqu'on veut acheter un équipement, il faut toujours penser à la maintenance. Maintenant, les concepteurs, ils sont obligés de tenir compte, d'intégrer la maintenance dès la conception. Et là, il faut évidemment faire preuve d'ingéniosité au niveau de la maintenance, parce que souvent, on fabrique un produit dans le sens qu'il soit très fiable, opérationnel, mais on pense rarement, sinon peu, à la maintenance. La maintenance, une fois que le problème se pose, on va essayer de démonter. Ah tiens, il y a des problèmes. Il a fallu peut-être mettre un couvercle de l'autre côté pour qu'on a... Vous voyez, au niveau des voitures, je vous donne un exemple concret. Prenons la 305 de chez Peugeot, c'était un fiasco. Vous voyez, le moteur, il est complètement encombrant. Là. On ne peut même pas mettre de l'eau dans la batterie, c'est pas possible. Si vous prenez une Golf, vous pouvez changer la courroie presque à main. Hein. À part, il faut avoir une clé. Et ça, c'est important. Moi qui achète une voiture, il faut que je pense à ces choses-là. Le jour où je tombe en panne, il faut que je sois capable de faire un minimum. Mais si vous êtes entravé par la mauvaise aptitude à la maintenance, ça c'est un facteur qu'il faudra évidemment tenir compte et à vrai dire. Donc la TPM, vous voyez ça, c'est l'un des piliers de la TPM. Puis on définit ces rapports-là comme, on les a appelés le taux de marge calendaire, c'est le temps brut de fonctionnement, le temps requis, le temps brut de fonctionnement sur le temps requis. Puis le taux de marge performante, c'est le temps net de fonctionnement sur le temps brut de fonctionnement. Et là, vous trouvez D sur C, c'est pareil, c'est le temps de produit valable sur le temps net de fonctionnement. À ce niveau-là, il existe deux ouvrages de référence. Ils ont été écrits par celui qui a mis en place la TPM. C'est de Shigeo Shingo. Il y a 2 ouvrages qui sont édités par Lafner. Il y a le premier s'appelle La maintenance productive totale, une nouvelle vague de production. Le second, il s'appelle La maintenance productive totale mise en œuvre. Là, j'ai vu un bouquin qui a été écrit par un Français sur la TPM. Il a repris un peu ce qu'a dit Shigeo, mais souvent lorsqu'on fait une copie, mais ça a le mérite d'être écrit. Mais c'est M. Shigeo qui a mis en place la TPM au niveau philosophie. Je parle de philosophie. Maintenant, depuis la première fois que ça a été appliqué dans Mitsubishi Heavy Industries en 1971. C'est vieux, hein? C'est vieux. Là, on commence à parler TPM. Il existe même des stages de TPM. J'ai vu sur le cahier formation, sur le planning de formation, il y a une journée TPM au CITIM. Et puis, il y a l'Institut Renault de la qualité qui font un très bon stage là-dessus. Ça, c'est la première idée. La seconde idée, pour faire la maintenance productive totale, il faut être dans un contexte. Quel est ce contexte? C'est le contexte où on doit faire la démarche qualité totale. Donc, il faudra avoir en parallèle la mise en place de ce qu'on appelle le juste à temps. Qu'est-ce que ça veut dire le juste à temps? C'est produire ce qu'on veut et au moment voulu. C'est simple. Mais c'est très difficile à faire sur le plan pratique si on n'est pas préparé pour faire ces choses-là. Et puis, il faut développer le SMED. Lorsqu'on veut faire la TPM, il faut développer des méthodes qui vont nous permettre de faire des changements très rapides d'outillage. Vous savez que changer une matrice, ça peut prendre 10 heures, 20 heures, 40 heures. Mais avec le SMED, ça prendra 8 minutes, 3 minutes, 5 minutes. C'est extraordinaire. Mais vrai, je n'ai pas des chiffres ici, mais j'ai déjà vu ça dans des rapports. Mais on passe à un rapport de 1 centième, 1 millième. On passe 20 heures, on passe 10 minutes. Mais évidemment, il faudra revenir sur la conception des moules, sur le reste, pour utiliser des emboîtements, utiliser un certain nombre de choses pour éviter de faire des serrages et le reste, juste à titre de réflexion. Moi, je vois souvent des vis partout, c'est inévitable.
Mais pourquoi utiliser des vis qui ont 40 filets en plus? Parce que pour rentrer un écrou, il faut le serrer et ça prend du temps. Il faut trouver des méthodes géniales pour éviter tout ça. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui sert? C'est le dernier tour. Pourquoi passer 100 ans à faire rentrer l'écrou? Là, on perd du temps. Il faut penser à des idées à ce niveau-là. On peut penser tout un système, des vis avec des sortes d'encoches, des rainures. Et puis avec un écrou, pareil, là vous descendez, lorsque vous arrivez sur le dernier filet, vous donnez un coup. Et puis ça y est, c'est serré. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Il n'y a pas que ça. Là aussi, au niveau de la TPM, j'ai vu un film, il est bien fait. Et au niveau des changements de matrice, j'ai vu quelqu'un qui faisait un exposé une fois et il est vendu ici en France, il est en français, il est traduit du japonais. Vous verrez, ça, c'est extraordinaire. On passe de 10 heures à 10 minutes. Mais là, ça chiffre. Hein. 10 heures, une machine arrêtée, ça coûte de l'argent. Donc là, on a développé dans cet esprit de la qualité totale tout un tas d'outils qui vont permettre de réaliser ce rendement global dans l'esprit de qualité totale. Et là, évidemment, un point très important, c'est développer les justes à temps. Le juste à temps est l'un des piliers de la qualité totale. Donc, il faut développer le système de relations client-fournisseur. Il faut travailler dans un état d'esprit que vous êtes à la fois client et fournisseur. Et puis, il faut travailler dans un système de partenariat et non pas un système de rapport de force. Par les audits, c'est pas comme ça. Là. General Motors, actuellement il est en train de s'implanter dans les îles Hawaï. Il a acheté tout un vaste terrain. Il donne le terrain gratuit pour ses fournisseurs et il va les aider à s'installer à côté. Évidemment, il y a le problème ici de la gestion des approvisionnements. Pour travailler dans un système de production dit à flux tendu, qui a un concept tout à fait différent, sur le système de production sur les prévisions. Donc là, vous allez travailler automatiquement sur les systèmes de stock. Vous fabriquez et puis vous laissez à côté en attendant des jours meilleurs. Quelqu'un va acheter sur des prévisions. Mais ça bouge énormément. Vous pouvez fabriquer ce que vous voulez, mais ce n'est pas du tout évident d'écouler la marchandise. Et le stock, ça coûte très cher. Au niveau de la matière première, ça coûte qu'est-ce que ça coûte, mais de plus en plus qu'on avance dans le processus de fabrication, on met de la valeur ajoutée et ça revient très cher. Lorsque vous avez un produit fini, il faut l'écouler. C'est de l'argent qui est stocké. L'argent, ça coûte cher. Et là, le juste à temps est fondamental. Le juste à temps, vous savez que Toyota travaille à 3 jours de stock. Toyota fabrique 300 modèles de voitures. Il gère 800 000 pièces. Il travaille sur 3 jours de stock. Vous imaginez un peu tout ce qu'on a mis au niveau organisationnel pour éviter ça. Vous verrez une usine Toyota, elle est toute petite, elle fait 10 fois moins que celle de Renault, et vous avez une file de camions qui ramènent des pièces, des pare-chocs, des moteurs, ce que vous voulez. Ça rentre dans la chaîne, c'est des cellules flexibles, vous avez un pare-choc et puis un moteur, ce que vous voulez. On monte plusieurs types de voitures, sur la même chaîne de production. Et puis à la sortie, on les ramène sur des bateaux. Pourquoi? Parce que Toyota, à 80%, c'est de l'export. Et on continue à fabriquer dans le bateau. Lorsque ça arrive à Sydney, le véhicule est prêt. Mais on a gagné 5 jours. Lorsque vous savez qu'une voiture au Japon, ça demande 19 heures pour être fabriquée, passer 3 mois en plein océan, c'est du temps. Au lieu de mettre le véhicule dans le bateau, il va s'endormir. On va mettre des garnitures, on va mettre ce que vous voulez. Mais c'est comme ça qu'on travaille. Vous voyez un peu, on est souvent étonné d'entendre parler de la compétitivité des produits japonais et le reste, mais il y a des raisons. Ça ne se fait pas comme ça ne tombe pas du ciel. Parce que les gens travaillent. Et ils travaillent sur le pragmatique. Sur le pragmatique, et là j'insiste beaucoup. Les Occidentaux travaillent beaucoup sur le formalisme. Formalisme, mais le terrain on laisse. Et c'est là qu'il faut travailler. Surtout avec les Anglais à côté et le reste. Les Latins, ils sont les champions dans le raisonnement. Et puis les Anglais, ils sont amoureux des lois. Lorsque vous mélangez le raisonnement, les lois, ça fait quelque chose de super structuré. Qu'est-ce que ça sort? Ça sort quelque chose d'inopérationnel. En fait, c'est simple, il faut aller dans les problèmes, le terrain. Et puis là, il y a tout un tas de choses qu'il faudra faire au niveau de la TPM.
La seconde idée fondamentale, c'est ce qu'on appelle l'auto-maintenance. L'auto-maintenance est fondamental parce qu'on ne peut pas mettre en place la TPM sans l'auto-maintenance. Qu'est-ce que j'entends par l'auto-maintenance? Il faudra que l'opérateur s'occupe d'un certain nombre de tâches de maintenance. Donc il faut changer les mentalités. Vous savez qu'au niveau de la maintenance, c'est normalisé. L'AFNOR, on nous dit qu'il y a 5 niveaux de maintenance, souvent le degré de complexité. Niveau 1, niveau 2, c'est fait par l'opérateur. C'est-à-dire le contrôle, le graissage, le nettoyage et le reste, c'est fait par l'opérateur. Les changements faciles, tout ça, c'est fait par l'opérateur. Et là, il restera au service maintenance que les tâches les plus difficiles. Et là aussi, évidemment, il faudra travailler l'aspect culturel des choses. L'aspect culturel des choses est très important. C'est pas du tout évident d'aller dire à un ouvrier, vous allez faire le contrôle, vous allez faire le graissage et tout ça. Il y a derrière les syndicats, il y a derrière beaucoup de choses, mais il faudra savoir ce qu'on veut. Hein. Dans une entreprise, c'est comme une famille, c'est comme ça qu'il faut la voir. On est dedans, c'est comme un bâton, on est en plein mer, si on coule, tout le monde va couler. Lorsqu'il y a une faillite, c'est tout le monde qui coule. Hein. Tout le monde qui coule. Ça fait des milliers de sans-abri et c'est clair et net, tout le monde est touché, du PDG à l'ouvrier. Donc il faut changer la philosophie de travail. Une entreprise, c'est comme un bâton en plein mer, il faudra qu'elle va dans le bon sens. Il faut éviter la dérive. Et là, il faut l'effort de tout le monde. Dans la TPM, c'est bien indiqué, il faut que tout le monde y participe. C'est comme dans la qualité totale. Voilà, je vais conclure cet exposé pour dire que la maintenance, c'est tout à fait autre chose que l'entretien, comme vous l'avez constaté. Donc, il s'agit de toute une nouvelle approche qui rentre dans l'aspect de la démarche qualité totale. Cela fait appel à un certain nombre d'outils, je dirais purement techniques, d'autres outils économiques, mais le concept global doit normalement aboutir sur des concepts technico-économiques que je vais développer dans ma prochaine conférence. Voilà, ainsi prend fin mon exposé et je vous remercie de votre attention.